Nous l'avons tant aimé que nous l'aimons encore aujourd'hui, le jour de sa réélection à la présidence des États-Unis. Comme s'il fallait au monde un Américain qu'on se représente pétri de bonté, de bonnes intentions et armé d'un style charmeur. Bonjour, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Que veut Obama? Que peut-il? Les deux questions semblent avoir une réponse simple et montrent que même pour lui, les ambitions se heurtent parfois à des adversités insurmontables. Zaki Laïdi, que je reçois aujourd'hui et qui est directeur de recherche à Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris, nous invite à faire la lumière sur le personnage de Obama, en quelque sorte à nous dessiller les yeux, à nous dire « regardez ce qu'il est vraiment, ce n'est peut-être qu'une fantasmagorie ». En tout cas, ça c'était le thème de votre livre en 2010. Qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle parution de 2012 ? Je crois que c'est la confirmation de l'hypothèse que je faisais au départ et au fond qui consistait à dire il faut distinguer Obama l'homme, ce que j'appelle la marque Obama, avec ce qu'il représente, son histoire tout à fait hors norme, sa personnalité, son charisme, et de l'autre côté, la réalité de la puissance américaine. Et il me semble que, surtout en Europe, il y a eu peut-être une confusion un peu trop rapide entre l'homme et la politique américaine, c'est-à-dire qu'on s'imaginait que finalement, nous-mêmes étions en train d'élire Obama pour faire notre politique et défendre nos intérêts, alors qu'en réalité, il a été élu pour défendre les intérêts d'une puissance américaine qui, eux, restent, je dirais, structurellement les mêmes. Et qui restent les mêmes, qui sont dans la position de Barack Obama, ou bien est-ce qu'on le sent parfois en contradiction avec ce que peuvent être les intérêts américains ? Alors là, il y a deux éléments à introduire. C'est que d'abord, il y a des éléments de continuité d'une politique étrangère que n'importe quel président est obligé d'intégrer. Ça, c'est le premier point. Et il y a une sorte de permanence des intérêts de la puissance américaine, comme il y a une permanence des intérêts de la puissance française. Bien. L'autre élément, et c'est une deuxième contrainte, c'est le fait que le système américain est un système fondé sur une séparation des pouvoirs assez grande, où le Congrès, à la différence d'autres chambres dans le monde, ont un réel pouvoir de contrainte sur la politique américaine. Donc, ces deux contraintes. On l'a bien vu en ce qui concernait la santé, par exemple. Oui, mais en matière de politique étrangère, par exemple, la première grande initiative politique d'Obama, qui a été d'ailleurs un succès, qui a été la réduction des armements nucléaires avec la Russie, une réduction de 30% des arsenaux, a été voté in extremis par le Congrès et, je dirais, accompagné d'un certain nombre de réserves, notamment d'un programme de modernisation des armes nucléaires, qui finalement dénature le programme de réduction. Un bémol à ce programme. Ah, sérieusement. Qu'est-ce qu'il attend justement aujourd'hui, Obama, compte tenu de ce que vous venez de dire, compte tenu aussi des rapports avec le Congrès, qui restent pour l'instant finalement inchangés? Comment va-t-il se comporter? Est-ce qu'il a, en tant que président réélu, la possibilité de taper du poing sur la table, d'autant qu'il n'y a plus d'échéance électorale pour lui? Non, mais alors là, il y a deux séries de problèmes. Vous savez qu'il y a des questions sur lesquelles il ne peut pas se passer du Congrès. Ce sont toutes les questions de politique étrangère qui impliquent un financement. Bon, donc là, l'équation est la même, les contraintes sont les mêmes. Et il ne faut pas retomber dans l'illusion qui consiste à croire qu'une fois réélu, voilà, il va radicalement changer la nature de la politique américaine. Donc l'élément de continuité sera extraordinairement fort. Bon, maintenant, ce que l'on peut espérer ou attendre, c'est que sur un certain nombre de sujets où, je dirais, il n'est pas soumis à cette contrainte du Congrès, il se sentira plus libre pour mener une politique, disons, plus hardie. On peut par exemple penser au Proche-Orient, mais il faut rester extraordinairement prudent. Oui, parce qu'au Proche-Orient, ce n'était pas tellement à ses compatriotes qu'il s'était heurté ni au Congrès, c'était plutôt à Benjamin Netanyahou. Est-ce que là, aujourd'hui, il a la possibilité de, j'allais dire forcer la main, c'est une trop grosse expression, mais d'aller dans ce sens-là vis-à-vis du gouvernement israélien actuel?
Non, il a cherché, vous avez raison, il a cherché à forcer la main de Benjamin Netanyahou. Mais M. Netanyahou dispose de relais phénoménaux aux États-Unis, c'est ça qu'il faut voir, y compris au sein de l'administration américaine et y compris au sein de la Maison-Blanche. Donc, si vous voulez, la pression du Congrès, mais aussi de l'establishment américain, était très très forte. Et c'est ce qui a conduit Obama à effectivement reculer de manière très significative, alors que effectivement sa position est une position fondée sur le bon sens. Mais il y a une contrainte interne qui est phénoménale aux États-Unis. Et qui est toujours présente sur la là. politique, bien sûr, parce que la politique israélienne fait partie de la politique intérieure américaine. L'Iran, c'est pour Obama aujourd'hui, 44e président, mais deuxième. Qu'est-ce que ça peut être en termes de, non pas d'attaque, mais pour contrecarrer la progression et l'enrichissement d'uranium en Iran? Alors, je crois que sa grande crainte, effectivement, c'était que les Israéliens attaquent l'Iran pendant la campagne, quitte à le placer dans une position très difficile et donc à favoriser indirectement Romney. Je pense que c'était quand même le calcul de M. Netanyahou qui souhaitait quand même la victoire de M. Romney. Aujourd'hui, c'est vrai que ça lui donne une marge plus large. Et donc, je crois que d'une certaine manière, quand même, la balle est dans le camp aussi des Iraniens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Obama est donc de ce point de vue-là moins contraint et peut véritablement proposer un deal aux Iraniens en leur disant soit vous vous conformez aux résolutions et vous vous montrez sérieux, soit effectivement nous frapperons. Donc je crois qu'effectivement la question iranienne va certainement être une question très importante pour Obama, et je dirais que pour les Iraniens, la réélection d'Obama n'est pas forcément une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est ça, c'est exactement à ça à quoi je voulais en venir. Mais quand vous dites « il pourrait dire aux Iraniens, nous allons frapper », l'opinion publique américaine, dans ce cas-là, elle joue un rôle ou pas du tout? Oui, bien évidemment, mais vous savez que l'opinion publique américaine est aussi très versatile et elle soutiendra une intervention militaire si elle réussit et se retournera si elle échoue. Maintenant, je ne pense pas que Obama va, dès le mois de janvier, décider une opération militaire. Je suis absolument convaincu qu'il évitera tout pour éviter une opération militaire, parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez réaliste et qui mesure aussi les conséquences d'une intervention militaire contre l'Iran. Mais je crois que, malgré tout, ça va être une question très importante. La Russie, là aussi, c'est pas un secret de dire que Poutine aurait souhaité que Romney arrive au pouvoir. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une relation à minima, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas envenimer les choses, mais sans progresser. Vous avez dit qu'il y avait le traité tout à l'heure qui avait permis de progresser. On s'arrête à ça? Alors, non, il y a un enjeu qui est la question du bouclier antimissile. Et comme vous le savez, les Russes, ils sont hostiles ou posent un certain nombre de conditions qui sont jugées inacceptables. Notamment, ils veulent obtenir une garantie formelle, en gros, de non-utilisation de ce bouclier contre les Russes, ce que jamais les Américains ne voudront faire. Alors là aussi, ça vous montre le type de contrainte auquel est confronté Obama, parce que lui est favorable à ce qu'un nouvel accord avec les Russes soit trouvé, notamment un accord sur le bouclier antimissile, mais il doit faire face à deux contraintes. Une contrainte interne, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'establishment américain considère toujours la Russie comme un adversaire, un ennemi des États-Unis. Bon. Et donc, il n'y a pas de soutien aux États-Unis pour, je dirais, une politique d'ouverture vers les Russes. Mais, de l'autre côté, les Russes aussi ne semblent pas désireux de véritablement voir leur relation avec les États-Unis s'améliorer, parce qu'au fond, les Russes ont perdu leur statut de grande puissance
Et pour les Américains, la Russie n'a plus l'importance qu'elle avait auparavant. Pour eux, maintenant, c'est la Chine. Si ce n'est que peut-être par les États satellites, enfin, qui étaient autrefois, faisaient partie de l'Union soviétique, il y a peut-être cette tentation d'avoir recours, on l'avait vu en Ukraine, d'avoir recours à des associations américaines qui apprennent à combattre sans violence, etc. Je crois que chez Poutine, il y a cette méfiance vis-à-vis des États-Unis. Oui, mais c'est une méfiance qui se justifiait très largement sous l'administration Bush et qui se justifie beaucoup moins sous l'administration Obama, qui a quand même envoyé des signes aux Russes dès le début pour leur dire qu'ils n'étaient pas, eux, dans une logique de regime change. Mais en même temps, vous ne pourrez jamais empêcher les Américains de favoriser, j'allais dire démocratiquement et pacifiquement, la promotion de la démocratie, sauf à donner un droit de veto aux Russes sur toute leur périphérie. Ce que Obama a intelligemment compris, c'est qu'effectivement, il ne pouvait pas obtenir des Russes un accord pour que l'Ukraine devienne, par exemple, membre de l'OTAN. Bon, mais ils n'iront pas au-delà, même si on voit qu'en réalité, ils ferment les yeux, faute de pouvoir agir, sur la nature antidémocratique du régime. Merci Monsieur Laïdi, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24, français, anglais, arabe. Vous n'avez donc aucune raison d'aller voir à l'extérieur. Merci beaucoup.